Bonjour, bonjour, et puis comme on en parlait à l'instant, vive le Ah, ça y livre, est, ça vive y est, les ça y est, livres, ça y est, ça y est. et nous voilà de retour pour ce beau rendez-vous qu'on attend avec impatience et où on est nombreux, en particulier ce soir, pour justement suivre la, la présentation et les propositions, dans un premier temps de nos collègues du monde du Rani, et ensuite de Tristan Balgeri qui nous présentera son dernier bouquin. Et tout de suite, sans plus attendre, eh bien, allons-y pour le partage. Voilà. Ouais. Ici, hop, à vous, mesdames. Bonsoir à tous et merci à Tristan d'avoir accepté notre invitation pour présenter effectivement son dernier livre, Les 12 étapes du cycle de la vie, qui est sorti en juin. Qu'est-ce qui est intéressant? Bonsoir Marc et bonsoir Tristan et puis bonsoir à tout le monde. Ah oui, oui, oui. Et nous sommes heureuses d'être avec vous. Alors on va commencer par un livre également qui est sorti en août, hommage à Giuseppe Bezza, sous la direction d'Yves Lenoble. C'est une maison d'édition italienne. Et on a eu également la chance d'avoir un échange avec Yves Lenoble. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Yves Lenoble, c'est un astrologue qui développe la pensée de Ptolémée. Il fait de l'astrologie depuis ses 16 ans. Il a, je dirais, fait beaucoup de choses pour faire découvrir l'astrologie. Il a même été un des précurseurs avec Agapé, où il donnait beaucoup de séminaires, il a donné des cours, et il a voulu faire un livre parce qu'il a beaucoup travaillé avec Giuseppe Beza sur l'astrologie ancienne et il a voulu vraiment mettre en valeur tout le travail de cet astrologue. Giuseppe Beza, c'est un astrologue italien. Il travaillait beaucoup entre la France et l'Italie pour vraiment, je dirais, donner l'envie de découvrir vraiment la richesse de l'astrologie. Et Yves Lenoble nous a confié qu'il voulait vraiment, à travers différents témoignages, hein, il a été vraiment avec plusieurs personnes, des témoignages sur tout le travail de cet astrologue. Ça fait plus de 10 ans qu'il est décédé. Alors nous, on a eu la chance, lors d'un séminaire agapé où on allait, de l'écouter. Et c'est vrai que vraiment, cette astrologie où on apprend à se comprendre, à se découvrir, et les différents témoignages que vous pouvez trouver dans ce livre. Donc, vous trouvez des astrologues, mais aussi des personnes philosophes, des personnes littéraires. Pour les astrologues, donc, vous trouvez Yves Lenoble, vous trouvez Michael Mendel, Lynn Bell. Et alors, je vais vous lire un petit passage du témoignage justement d'Yves Lenoble. Pour Yves Lenoble, c'était un chercheur exceptionnel. Alors ça fait plus de 10 ans qu'il est décédé. Et pour lui, c'est pour parler de sa richesse, de ses écrits bien sûr, de ses nombreuses réalisations aussi. Il a su vivre au plus haut niveau avec son soleil et son ascendant vierge, par sa rigueur, sa recherche de l'excellence, comme il a su vivre les valeurs de son maître ascendant, avec un Mercure en balance, par sa courtoisie, sa gentillesse, son esprit collaboratif. Efforçons-nous d'aller dans le même sens que GCP, d'aller avec le sérieux et la convivialité. Les uns et les autres, nous avons perçu que cet astrologue a initié des recherches que personne d'autre avant lui n'avait fait. C'était un vrai pionnier. Alors c'est vrai que dans le livre, donc vous voyez les témoignages et en même temps vous avez des photos. Alors là, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, il y a sa bibliothèque et il avait même créé une sphère. Donc on a vraiment, c'est un livre très agréable sur cet astrologue et tout son travail. Le livre fait 15 € et il est sorti
en août de cette année. Donc je ne sais pas si certaines personnes ont déjà eu l'occasion de le feuilleter. Non? Pas encore, visiblement, mais il va falloir Bon. Alors, il y avait le Il est assez combler. récent quand il même. est récent, hein. Alors, c'est vrai que dans la Gazette d'octobre, on trouve un article également dans l'AFDAF. Et nous, de notre côté, Yves Le Nom nous a aussi accordé un petit entretien par vidéo que vous pourrez retrouver aussi sur notre Instagram ou notre Facebook Le Monde du Rani pour parler de ce travail et aussi de toute la richesse des échanges qu'il a pu avoir, parce que c'est vrai que Yves Le Noble, aujourd'hui, c'est un monsieur d'expérience et il a toujours mis l'astrologie, c'est un passionné de découvrir, de donner envie de découvrir cet art. Donc, je vous invite vraiment à venir découvrir ce livre. Eh bien, Alors, de l'histoire, nous allons passer aux multiples visages de la Lune d'Alexandre Ruperti et Marie-Ève Cavaignac, qui, je pense que beaucoup de personnes les connaissent. Et c'est vrai qu'on a très peu, alors Marc, très peu de renseignements sur Marie-Ève Cavaignac. Autant que Ruperti, on sait très bien sa notoriété, mais Marie-Ève Cavaignac, on sait qu'elle l'a accompagnée, mais on a très peu d'informations sur elle, sur cette dame. Voilà. Donc, j'avais déjà essayé à une époque de faire des recherches et c'est vrai que c'est très compliqué. On n'a absolument aucune nouvelle sur elle, ni d'avant, ni de maintenant. Il y a une ombre comme ça, c'est vraiment, et c'est quand même dommage parce que elle est un petit peu dans l'ombre de Ruperti, mais elle a eu sa place, elle a son importance. oui, exactement. Oui, parce ils ont écrit plusieurs livres ensemble, hein. Donc, je pense que ils mettaient en commun leurs connaissances, leur expérience. Enfin, ce livre, il a été plusieurs fois édité. C'est pour ça que je me permettais d'en parler ce soir. Il a été édité en 2006, en 2014 et la troisième édition en 2021. Donc, c'est quand même assez récent, ce qui fait qu'il y a une demande. C'est pour ça. Donc, ben là, les multiples visages de la Lune, je prends mon petit papier. Bien sûr, il aborde un des concepts fondamentaux de l'astrologie humaniste et il parle notamment du dynamisme de la relation toujours changeante du Soleil, de la Lune par rapport à la Terre. Alors, Alexandre Rupertier et Marie-Ève Cavaignac mettent l'accent sur le cycle de lunaison et ses différentes phases. Donc, au début, il parle des 4 phases importantes, puis ensuite, il parle aussi des 8 types de, de lunaison. Hein, alors, ça, c'est les, les 8 types solilunaires. Voilà. Hein, ça, c'est. Donc, voilà. Et puis, je trouve que c'est un livre vraiment très, très bien expliqué. euh, qu'il faut peut-être relire parfois, plusieurs fois certaines choses pour bien saisir toute l'essence qui est écrite. Et en plus du cycle de lunaison, il parle également des planètes qui sont à l'intérieur de l'anima, de l'animus. Il parle aussi des nœuds lunaires. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup dans l'actualité les nœuds lunaires, et puis aussi la nouvelle lune avant la naissance, qui est quelque chose aujourd'hui dont on parle beaucoup aussi. Bien souvent, on va rechercher. Et puis ensuite, euh, il termine aussi euh, par la lune progressée, le cycle de lunaison progressée. Donc, bien sûr, c'est pas un livre pour les débutants. Il faut déjà avoir des connaissances ou alors être très curieux, parce que parfois, les personnes qui sont curieuses, euh,
Nous, on le voit à la librairie, ne commence pas par le b.a.-ba et puis aime bien tout de suite commencer par des livres où ils attisent leur intérêt ou leur curiosité. Voilà. Donc ce livre, pour tout astrologue, c'est un basique, je pense. Il a été donc édité aux éditions Médicis et puis il coûte, je vais vous dire ça, 19,50 €. Voilà. Est-ce que des personnes le connaissent, l'ont déjà lu? Parce que ça, c'est un livre quand même qui est souvent C'est une demandé. référence presque. Oui, c'est une référence et il est souvent demandé. Hmm. Enfin, Oui, ici, à la librairie, on nous le demande souvent. je le connais. Bah oui, je pense que bon, quand on commence l'astrologie, je ne pense pas que ce soit le premier livre qu'on achète, mais si on- quand on fait l'astrologie, et notamment aujourd'hui, la Lune est partout, le cycle de lunaison est partout, donc je pense, j'ose espérer que ceux qui parlent de la lunaison ont lu ce livre. Et qu'est-ce que vous en pensez, Tristan, de ce livre? Ben, les phases lunaires, c'est très intéressant, c'est important à connaître. Oui. Donc, quand on veut aborder le cycle des lunaisons, il est important, ouais, d'intégrer cette connaissance, les 8 phases. Mm. Oui. Après, on n'est pas obligé de décrire à chaque mois toutes les phases lunaires, mais dans les thèmes astro, la typologie des lunaisons est intéressante, des phases lunaires. Mm. Ça donne déjà une indication, une orientation. Hmm. Hmm. Moi, je trouve aussi que quand on démarre l'apprentissage de l'astrologie, vu que la Lune, c'est quand même la plus rapide, Oui. c'est aussi un bon terrain d'apprentissage, d'expérimentation qui est très intéressant et ça enrichit l'apprentissage, la découverte et tout le travail qui peut être fait autour de la Lune et des cycles lunaires. Oui, et c'est d'ailleurs avec le cycle lunaire qu'on commence et ensuite, eh ben, on peut apprendre tous les cycles parce qu'ils sont basés sur le cycle de lunaison quand même. Ben voilà. Ok. Alors, ensuite, Alors moi, je vais vous présenter un classique pour toute personne qui veut faire de l'astrologie. Alors, Thérèse Casati, elle n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais elle a découvert l'astrologie après 50 ans, tardivement. Et une fois qu'elle a découvert l'astrologie, elle s'est mise, je dirais, à l'apprendre, à la transmettre. Et à travers ce livre, on trouve toutes les bases, c'est-à-dire les bases, mais après l'évolution, ce que j'appelle moi l'évolution du thème, avec les transits, les cycles, la synastrie. C'est vraiment un condensé où là, il y a de la technique. Il y a de la technique, il y a des schémas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, dans les livres d'astrologie, et d'ailleurs, il y a moins de technique. Aujourd'hui, on est plus dans la pédagogie. Il faut savoir que ce livre est sorti plusieurs fois. Donc, on voit quand même que les anciens livres, notamment aux éditions du Rocher, ils sont réédités, mais ils reprennent la date, je dirais, de parution. La première parution était en 96, on est quand même en 2025. Il a été réédité et c'est vrai qu'elle aborde vraiment les bases. Donc les bases en astrologie, c'est les signes, c'est les éléments, c'est les maisons, c'est les planètes. Après, elle explique aussi, ce qui est bien aussi, c'est avec les cycles, le cycle de Saturne, le cycle de Jupiter-Saturne, ce fameux cycle
de Neptune, de Saturne-Neptune que l'on va connaître en février 2026. Elle parle des planètes, de leur symbolique, et elle parle des trois cycles de Saturne, donc comment en tant qu'individu également, comment on vit le premier cycle, comment on vit le deuxième cycle, comment on vit le troisième cycle. Il y a beaucoup de schémas, donc c'est vrai que je dirais c'est un livre d'apprentissage, un condensé d'apprentissage du débutant au perfectionnement. Elle fait aussi référence à beaucoup d'astrologues qui ont fait des livres ben, comme Rudyard, Ruperti, Mm. Lise Green. Il y a vraiment, je dirais, vraiment un condensé de connaissances. C'est vraiment tout sa recherche, sa transmission de savoir aussi, parce qu'elle a donné des cours. Elle a fait trois livres. Il faut savoir que pour les personnes qui connaissent pas Thérèse Casati, elle a fait deux livres aux éditions du Rocher, un deuxième livre qui s'appelle Le Déroulé, qui est plus axé sur Saturne, et après un autre livre qui est sorti à Eddy Livre. Là, je vais vous lire un petit peu pour que vous compreniez son écriture, sa pensée sur ceci, comment elle voit la conjonction Saturne-Neptune, et elle fait des références à des astrologues, donc comme on pratique ben, Lise Green. Alors c'est vrai que Lise Green, c'est une astrologue étrangère, anglaise. Peu de livres de Lise Green sont traduits en français, mais pour ceux qui connaissent bien l'anglais, c'est aussi de très bons livres. Alors, la vision de Thérèse Casati sur la conjonction Saturne-Neptune, alors, elle dit que c'est la responsabilité qui appartient à un groupe d'âge de manifester d'une façon concrète les inspirations neptuniennes. Et elle se réfère à Lise Green. Avec Saturne-Neptune, on ne peut pas se contenter d'être mystique, poète, musicien ou rêveur. Il y a nécessité de faire travailler Neptune dans le monde, ce qui est beaucoup plus difficile qu'avec Saturne-Uranus, parce que la vision diffuse ou l'amour inclusif de Neptune est très loin de la réalité terrestre de Saturne. Neptune est dans l'intemporel, l'universel, le sans limite, et Saturne, au contraire, dans l'ici et maintenant, dans un ego séparé et limité. Le rêve d'une société utopique est ici comme une vision très urgente. On essaie de le rendre effectif en formant des structures sociales alternatives comme des communautés ou des groupes ésotériques. Donc là, et elle dit qu'elle s'est inspirée à des livres et des textes de Lise Green. Alors, il y a beaucoup de schémas également dans le livre. Voyez. Donc c'est vraiment un livre de travail, un livre qui peut nous accompagner, un livre de base, un livre de référence. Donc c'est pour tous. Il fait 24,40 € et ça peut être aussi un beau manuel avec beaucoup de schémas et de techniques, chose qui aujourd'hui on peut trouver moins dans certains livres où il y a plus de pédagogie. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, hein, pour les personnes qui font de l'astrologie, si vous connaissez ce livre, si vous avez déjà entendu parler de cet astrologue. Moi, je le connais et Oui. c'est un des must-have. Mm. C'est vrai, quand il y a écrit synthèse des connaissances essentielles, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait la synthèse des connaissances du XXe siècle. Ouais. C'est pas une Xème synthèse de l'astrologie traditionnelle avec là où elle en était il y a 150 ans, on va dire. Non. C'est la synthèse de l'approche des astrologues du XXe. Il y a aussi les dessins planétaires qui sont abordés dedans. C'est vrai qu'elle aborde vraiment Mm. tous les sujets de base à l'évolution du thème. C'est très pédagogique, très condensé, et je suis Mm. d'accord avec vous, hein. Il y a vraiment ça. C'est un bon livre de fond. D'ailleurs, il est régulièrement réédité, Oui. hein, Et aux là, éditions du Rocher. il vient d'être réédité. Donc, Mm. c'est un livre qui est régulièrement demandé. C'est un livre de référence, je trouve. Oui. Mm. Tant mieux. Bon. Pour info, On moi, enchaîne. je l'avais à une époque, il a disparu et je l'ai racheté.
Oui, Ah ben, voilà, c'est Et ça se trouve encore? Tu l'as trouvé facilement? Bah, je l'ai acheté parce que j'ai une veille sur les bouquins d'occasion, mais sinon, oui. non, avant qu'il soit Mais réédité. sinon, il est encore édité, donc on sait le trouver. oui. Oui. Mm. Alors c'est vrai que nous, on a une clientèle qui aime bien les livres neufs. Oui. Mm. Et on voit même les rééditions, maintenant on utilise beaucoup de papier recyclé, les couvertures sont moins rigides qu'avant, avec l'évolution quand même, et puis le recyclage, même les couvertures sont beaucoup plus souples aujourd'hui. À une époque, on faisait des couvertures beaucoup plus rigides. Mais c'est vrai que c'est un très bon livre. C'est, merci de votre témoignage, parce que c'est important en tant Oui. qu'astrologue de se référer aussi à d'anciens livres. Et ce qui est intéressant, c'est il fait un point de référence et il renvoie sur des auteurs qui ont des pensées Oui, différentes et différent. qui abordent des sujets de Ah oui. différentes manières. C'est comme un petit point de référence pour aller aborder l'astrologie du XXe et différentes approches qu'il y a eu dans le XXe siècle. Tout à fait. Il y a trois parties. À chaque fois, elle met en note au début tel astrologue. Et ça, on ne le trouve pas forcément dans tous les livres. Ben, c'est sa manière de travailler. Oui, oui, c'est sa manière de travailler. Donc ça, c'est bien d'avoir des bons bouquins. Et il y a Régine qui nous dit en ce moment, nous avons Saturne conjoint Neptune. Intéressant d'observer ce qui en ressort de concret dans les spiritualités, les rêves et aspirations de chacun, notamment à travers les révolutions solaires. Tout à Oui, oui, fait. bien Merci sûr. pour ce témoignage. Bien. Ensuite, alors, je vais juste arrêter le partage d'écran quelques petites secondes. Est-ce que Oui, vous aussi, vous voyez des flèches bleues là? oui, tiens. Ah oui, on voit des petites flèches bleues. Oui, Oui, voilà. Et moi, ça voilà. m'embête un petit peu. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'est d'arrêter le partage et de le recommencer. Voilà, Pas de pour, problème, pour les Marc. faire disparaître. Si quelqu'un, Impeccable. si, D'accord. si quelqu'un a une autre méthode, je suis preneur. Voilà. Bien. Et donc, nous enchaînons sur le bouquin suivant, Le Retour de Lilith. Voilà. Avec Alors, Joël de Gravelaine. Ah bah, le retour de Lilith, oui, avec Joël de Gravelaine, aux éditions du Grancher. Alors ça, c'est un livre qui a été, la première parution est en 1985 aux éditions L'Espace Bleu. Il a été réédité par les éditions Grancher en 2015 et de nouveau réimprimé en février 2025. Voilà, toujours aux éditions du Grancher du groupe Pictos. c'est Et donc, encore une référence. oui, c'est. Bah moi, j'ai eu. Alors, je l'ai relu comme ça en diagonale et franchement, j'ai pris. Alors, c'est profond, hein, c'est une lecture profonde, mais en même temps, comme j'aime bien aussi Annick de Souzenel, je retrouve du texte d'Annick de Suznel dans Joël de Gravelaine, puisqu'elles, d'abord, elles vont dans l'histoire de Lilith. Donc, elles vont au commencement du monde. Donc, mais avant, je vais présenter Joël de Gravelaine, parce qu'on s'aperçoit que pas beaucoup de personnes la connaissent malgré tout. Et donc, c'est une dame qui était née le 12 janvier 1929. Elle est décédée le 26 juillet 1997. Et c'est Yves Le Noble dit d'elle qu'elle était une grande dame de l'astrologie. Et elle avait la plume facile. C'est en 1980 qu'elle raconte dans le grand livre du Capricorne aux éditions Tchou que très jeune, elle est obligée de gagner sa vie et elle travaille comme secrétaire pour un astrologue passionné d'astrologie médicale. Et elle se rend, en bonne Capricorne qu'elle est, elle se rend vite compte de la réalité des corrélations entre les maladies et le thème astral, et de ce fait-là, elle se passionne pour l'astrologie. Ensuite, elle rencontre Jean Carteret, qui devient son maître. Elle a, elle a publié divers ouvrages
Elle s'est intéressée à la lune noire en collaboration de médecins et de psychanalystes avant de transmettre ses recherches dans ce livre. Le retour de Lilith, la lune noire. Elle commence son livre sur la mauvaise réputation de la lune noire et que le noir fait peur puisqu'il nous rappelle les ténèbres. C'est aussi la nuit, donc Leila ou Lavla, et ce serait le nom de Lilith, viendrait de ces deux prénoms. Elle nous parle aussi de la lune noire en astronomie, parce que j'ai d'abord cherché quelle lune noire elle travaillait, et elle travaille la lune noire. Pour elle, la lune noire, c'est la Lilith. Donc, elle dit que la lune tourne autour de la Terre en décrivant une ellipse, et celle-ci possède deux foyers. L'un est la Terre, l'autre la lune noire. Mais elle précise également que la lune noire est le champ d'influence occulte de la Lune, qui, dans son mouvement elliptique autour de la Terre, forme un axe dont les deux extrémités se nomment le périgée, proche de la Terre, et l'apogée, le plus éloigné. Elle ne différencie pas Lilith de la lune noire, l'apogée du deuxième foyer. En revanche, quand elle a écrit le livre, certains astrologues, eux, utilisaient la lune noire corrigée. Lilith, une histoire vieille comme le monde. Lilith, elle existait avant même qu'Adam apparaisse dans le jardin d'Éden. Elle fut à la fois mère et femme d'Adam, première femme porteuse de liberté, insoumise, révoltée, fugueuse. Lilith prend aujourd'hui, on pourrait dire, sa revanche, puisqu'on en parle. On a trouvé la vraie, la moyenne, la corrigée, et puis on en parle de plus en plus de la Lilith quand même. Alors, en astrologie et à travers de nombreux thèmes d'artistes, elle nous promène en compagnie de la lune noire dans les maisons, en aspect avec les planètes, mais également avec l'axe du dragon, dans les 12 signes. Et elle dit aussi que la lune noire, c'est notre part sombre d'humanité. Voilà. Donc, elle propose, alors, pour l'époque, je trouve quand même que c'était déjà, il y avait un petit clin d'œil fantaisiste, puisqu'elle nous propose à la fin du livre un test, un jeu test. Et j'ai trouvé ça, voilà, un jeu test pour savoir si on est très imprégné de la lune noire ou pas. Et derrière, il y a un inventaire de la lune noire, donc on doit répondre. Et donc, euh, on se découvre. Est-ce qu'on est vraiment dans les profondeurs, dans les ténèbres? Et puis, c'est toujours pour en sortir, bien entendu. Donc, moi, pour moi, c'est un livre de référence euh, qui reste dans l'actualité, bien qu'il y ait de nombreux livres aujourd'hui qui sont aussi de bonnes références. Luc Vigée, Éric Verru et d'autres encore. Voilà. Mais je trouve que celui-là, euh, je pense que ça doit être un des premiers. Une très belle illustration, je trouve, hein, sur la couverture. Mm. Oui, c'est vrai. Et, Ouais, je- et alors, elle décrit bien aussi les thèmes. Bon, là, je tombe sur Paul Valéry. Il y a le thème de Paul Valéry. Donc, lui, il est né à Sète, voilà, le 30 octobre 1871. Et ce qui est intéressant, c'est la façon, parce qu'elle est très poétique et philosophique aussi. Elle aime bien la mythologie, elle aime bien les symboles. Donc, comment je pourrais... Quel est le texte qu'elle met en... Elle en parle aussi avec poésie. Vous voyez, quand elle fait le compte-rendu, la synthèse du thème. Voilà. Donc, lui, il était... elle dit elle a avancé sa naissance d'une douzaine de minutes, placerait son ascendant à 16 degrés des Gémeaux et le milieu du ciel à 19 degrés du Verseau, qui renvoie à l'écriture et à la mer, thème constant chez le poète. Ce dernier degré est généralement interprété comme associé à la littérature, la traduction, la musique, le dessin,
Toute chose auquel Paul Valéry, homme multiple, homme à deux têtes, ce qui signifie toujours la vaste intelligence du sujet, a donné de son temps et de son talent. Sans la lune noire, le thème de Valéry demeure indéchiffrable. Elle travaillait vraiment la lune noire pour comprendre l'ensemble du thème. Mm. Voilà, c'était vraiment son point de recherche et puis sa découverte. En partant, parce qu'elle avait commencé par l'astrologie médicale et ensuite elle s'est intéressée à l'astrologie. Voilà. Et dans le livre aussi, elle sépare bien la lune noire des planètes, c'est-à-dire du rôle des planètes. Elle dit que la lune noire a une fonction, que Pluton a une autre fonction, que Saturne a une autre fonction. Elle les sépare bien. Mm. Et ça, voilà, ça donne aussi. Bon, en ce moment, les lunes sont en Scorpion, alors je pourrais vous dire, parce que c'est très profond ce qu'elle écrit, et c'est sombre aussi. Alors, j'avais mis un post-it. La lune en Scorpion. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais la lune en Scorpion, ici, on ne lésine pas. Il est question de mort, de suicide, de sacrifice et d'initiation radicale. Comme avec la lune noire en 8, le sang est présent. Voilà. Et puis c'est comme ça tout au long de la lune noire et du livre, et puis suivant les signes, les maisons, et en aspect. Ça rejoint quand même un petit peu ce que dit Colette, il dit que c'est bien documenté, très intéressant, Ah mais pour moi oui, c'est un ouvrage un peu trop sombre, dramatisant et manichéen. ah oui, oui, ça c'est, oui, 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 ça c'est, oui, oui. Mais je pense aussi qu'il faut toujours tout remettre dans le contexte de l'époque. Mm, mm. Parce qu'il n'y avait pas cette évolution qu'on a aujourd'hui de la psychologie, de la psychanalyse. Donc aujourd'hui, il y a une autre. Il y a peut-être aujourd'hui euh, contacter nos profondeurs, mais tout en recherchant plus de lumière également. Oui. Je pense que c'est un livre qui se lit au compte-gouttes, hein. C'est pas quelque chose Ah que, oui, oui, oui. voilà, il faut faire des pauses réguliers, et puis Oui. c'est Mais je presque un pense que test tous les initiatique. livres, Marc, où on traite de la lune noire, on ne le lit pas d'un trait, hein. Tout à fait, tout à fait. Il y a un côté un peu initiatique là-dedans, hein. Oui, oui, voilà. Voilà. Est-ce que quelqu'un l'a lu? On a eu un retour. Oui, on a eu un retour, mais Mm. merci d'ailleurs. Ben, il y a Odette qui a eu la chance de la rencontrer, d'après ce qu'elle nous a dit, et aussi Régine qui l'a vue en conférence aussi. Ah oui, oui, parce qu'elle donnait, c'est vrai qu'elle donnait de nombreuses conférences. Et il y a une Mhm. dimension dramatique dans la lune noire, elle indique les blessures, mais elle nous a... Après, on n'a pas la fin, Marc. Elle nous indique, Et comment? dans le message, on ne voit pas, elle On nous n'a pas a... tout vu. Elle... Ah, elle indique les blessures, mais alors c'est Frédéric. Il y a une dimension dramatique dans la lune noire. Elle indique les blessures, mais elle nous indique également là où on peut aller pour se trouver. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, dans ce livre aussi, il y a un témoignage elle a suivi une personne et elle a un témoignage qui est très, très dur, mais elle a le courage de le partager. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Mm. Ok, ok. D'autres retours, d'autres remarques? C'est un livre de travail à long À terme, long dit terme, Odette. Oui, oui. oui, 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 ça c'est sûr. Excusez-moi, vous m'entendez là? Oui, Oui. Bonsoir. bonsoir. Ben, je ne sais pas écrire. J'utilise euh, mon portable pour vous suivre, mais je ne sais pas mettre de message sur l'écran. Moi, je suis vieux, arriéré, la maîtrise de l'informatique, je ne suis pas super. Simplement, je peux vous dire que moi, le livre de Gravelaine, je l'ai, mais dans l'utilisation de la lune noire, moi, j'y vois qu'un côté sexuel. C'est tout. C'est tout ce que j'ai vu, j'ai pu voir. Je sais pas. Il n'y a pas d'écho là, vous m'inquiétez. Non. Ah bah, laisse-nous Moi, le moi temps je de dis que l'ouvrir ça. d'abord.
Pardon? Laisse-nous le temps de nous Pardon? remettre d'abord. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai vu que ça. Moi, personnellement, les conjointes euh, à Vénus, je peux vous dire que pour la drague, c'est super. C'est tout. Non, Alors, mais elle ne c'est tout parle ce pas que que j'ai de pu ça. voir. Non, elle ne parle pas que de ça, puisque, Moi, par non, exemple, attendez, madame, excusez-moi. Je viens de dire que pour moi, ah, personnellement, j'y ai vu qu'un côté un côté sexuel. sexuel, d'accord, C'est tout, faut être clair, hein. Moi, je suis clair, d'accord. faut écouter. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu. Maintenant, ben, avec ce que je viens d'entendre, moi, je ne professe pas. Je suis à la retraite, j'ai 83 ans, mais j'ai commencé l'astrologie en 86. Et ben, je vais m'y atteler quand même encore un peu plus. Oui, Voilà, parce que ça notamment m'occupe. dans les maisons. Pardon? Je vous invite à le relire dans les maisons, parce que c'est très intéressant, la lumière Oui, mais dans les je l'ai maisons. regardé dans les maisons. Je n'ai pas trouvé ça terrible. Non? Mais Ouais, non. ça rejoint peut-être un petit peu ce que disait Thérèse tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un livre qui date un petit peu, mais qui mériterait une relecture à la Mm. lumière de la société d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a une ouverture actuellement dans la société et même au niveau des esprits qui fait que cette relecture pourrait nous permettre de le découvrir sous un angle différent et peut-être plus intéressant ou je pense qu'on peut y trouver des choses qu'on n'avait pas vues lors d'une première lecture. Voilà. Exactement. Enfin, de toute façon, Lilith, c'était la première femme d'Adam. Elle a été occultée de la Bible. Elle est présente dans le Talmud. Elle est représentée dans l'iconographie juive. Excusez-moi, mesdames, pour le mot, mais ça, c'est la lecture. Elle est représentée dans l'iconographie juive, le vagin entre les yeux. Oui, Voilà. Donc, une oui. bride. Voilà. Et quand c'est un ange humain, eh bien, lui, il a l'opposé de... Voilà, je vous en fais pas plus. Ça, je l'ai trouvé sur un livre de psychomorphologie de Louis Cormand, pardon, c'est un docteur. Allez, excusez-moi de mon Non, intervention. merci, Merci monsieur. beaucoup. Merci beaucoup. Merci Jacques. Oui, il fallait que je vide mon sac, là, parce que Lilith, je considère que je la connais bien. Pour la drague, c'est le pied. Allez, bonne soirée. Merci. Bonne Je soirée. continue à Merci. vous écouter, mais discrètement, hein, discrètement. C'est fini. Merci. Sacré. Bon, oui, le rôle de transformation, oui, ça c'est vrai aussi. Il y a un côté séduction et un côté transformation aussi, oui, tout à fait, tout à fait. Hmm. Mhm. Bien. Quelqu'un voulait ajouter quelque chose? Bon, on continue Avec notre invité. avec notre invité. Allez, allez, enchaînons, enchaînons. Voilà. Alors, pour les personnes qui connaissent pas encore Tristan Balguéry, on ne sait jamais, il est avec nous. Alors, je ne sais pas s'il veut se présenter lui-même. Hmm. Tristan, Laissez faire. Oui, oui, je peux me présenter. Donc, je m'appelle Tristan Belguerie, donc j'ai 59 ans et je fais de l'astrologie depuis 1999. J'ai commencé les consultations en 2006. Assez rapidement, j'ai commencé à écrire aussi. Euh, Beaucoup au début sur des sites, sur des blogs. Notamment, j'ai initié sur Wikipédia les pages de l'astrologie statistique. Parce qu'en même temps que j'étudiais l'astro, j'ai fait pas mal de recherches sur les statistiques. Euh, et voilà, ça a été un de mes points de départ, c'est d'étudier l'astrologie en même temps, d'essayer de vérifier, d'avoir un socle de travail et de raisonnement. Et puis ensuite, j'ai commencé à enseigner. Et pour enseigner, en fait, j'ai cherché à construire une approche que j'aime appeler systémique de l'astrologie, c'est-à-dire ne pas chercher à expliquer les choses uniquement en empilant des connaissances livresques, mais d'essayer de construire un système de l'astrologie. Et c'est ce qui m'a amené en fait
a constitué un corpus que j'enseigne aujourd'hui depuis 2011. Cette année, j'ai créé une école qui s'appelle l'école de l'astrologie autrement. Et donc, ce livre fait partie d'une expression de cette approche systémique de l'astrologie. Je ne sais pas si je me suis bien présenté, mais bon, voilà. Aujourd'hui, je consulte, j'enseigne et j'écris. Et d'ailleurs, vous êtes avec nous ce soir pour votre troisième livre Oui, c'est le troisième. Oui. Le premier, c'était un livre sur les nœuds lunaires, sur le chemin, ce que j'appelle le chemin de vie. que Le vous avez deuxième, déjà également présenté dans un livre ouvert avec nous. ouais. Le deuxième, c'est un livre qui est un livre d'initiation à l'astrologie, où on fait le tour de toutes les maisons, les astres, les aspects, les signes. Et puis j'ai aussi fait un petit chapitre sur les nœuds lunaires et sur la lune noire. J'ai une approche différente de la lune noire, mais je pense qu'il y a tellement d'approches de la lune noire. Mm. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Et ce Qu'est-ce troisième qui livre, en fait, oui, pardon. Allez, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce troisième livre? Euh, c- les deux premiers livres que j'ai écrits, c'était des livres qui étaient très, très denses. Le livre sur le chemin de vie, c'est une sorte de monographie, de petite thèse à ma mesure et à ma dimension qui m'a demandé des années de recherche. Le deuxième, c'est un manuel, donc il est assez technique. Et j'avais envie d'écrire d'une autre manière, c'est-à-dire avec une écriture plus libre, pour évoquer la structure des maisons, qui pour moi est euh, pas assez mise en avant dans notre manière de travailler l'astrologie, qui est encore très marquée par soit le zodiaque, soit les planètes. Et je pense que depuis qu'on utilise des thèmes ronds avec le zodiaque, on a perdu la prédominance des maisons. Or, si vous voyez les thèmes avant Chouinard, au 19e siècle, et avant, c'était des thèmes qui étaient carrés, qui montraient un découpage des maisons, en fait. Et à l'intérieur de ce découpage des maisons, on indiquait tel astre dans tel signe. Et cette lecture de l'astrologie qui, d'abord, se demande dans quel secteur de vie il se passe quoi, on l'a un peu perdu au profit d'une dynamique qui est tout de suite centrée sur les signes et les astres. Euh, bon, l'astrologie, ça parle des astres aussi, hein. Mais je pense que dans la lecture du thème individuel, le thème s'aborde par de quelle expérience on parle, avec quoi elle est teintée, par quel signe elle est teintée, signe au pluriel, et ensuite quelle forme d'énergie ou d'astre il y a dedans. Et écrire ce livre, pour moi, c'était remettre en avant, en fait, l'importance des maisons qui sont vraiment des champs d'expérience de la vie, et qui sont structurés d'une manière très logique, très intelligente, et qui nous permettent de nous situer dans l'existence depuis notre naissance jusqu'à la fin de notre vie. Et D'ailleurs, je crois que vous aviez proposé un schéma. oui, Marc, je ne sais pas si vous pouvez mettre le schéma. Voilà. bon, Je laisse Tristan me guider. voilà, clique, Hop là. ouais, clique encore, hein, parce que je ne vais pas lire le texte phrase à phrase. Ah, En fait, le point de départ, je ne sais pas quand ça m'est venu, ni comment, ni pourquoi. Il y a pas mal de bouquins qui avaient déjà la notion de champ d'expérience a été construite. Dan Rudyard, les humanistes l'avaient très bien en tête et ça fait longtemps. Mais en revanche, ce qui pour moi n'était pas encore bien construit, ou peut-être qui a échappé un moment, c'est que l'idée, quand on étudie ces maisons, on a conscience que l'incarnation commence avec la maison 1, la retraite avec la 12, mais en fait, on n'avait pas fait le parcours en se disant, mais finalement, de l'incarnation à la retraite, est-ce que ça ne nous raconte pas toute l'histoire de la vie, en fait, de la naissance à la fin de la vie? Alors, il y a des astrologues qui disent que la fin de vie, c'est la maison 4, par exemple. Hein, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Si vous voulez connaître la fin de vie de quelqu'un, allez regarder la maison 4. Et en grattant cette idée, en fait, cette intuition,
je me suis rendu compte que, oui, en fait, on pouvait vraiment prendre le thème de naissance et ces 12 maisons et trouver plus que simplement un symbole, mais vraiment une structure profonde qui montre que chaque étape de la vie est marquée par une maison. Et ça, de manière séquentielle, depuis la naissance jusqu'à la fin de l'existence. Et après, comme l'astrologie est cyclique, bien sûr, on fait des tas de cycles avec notre thème de naissance, hein. On ne meurt pas quand notre soleil a fait un tour de roue. Sinon, on ne dépasserait pas un an. C'est pas ça l'idée, mais c'est de comprendre qu'il y a vraiment des âges, des étapes de la vie qui sont très fortement marquées ou qui marquent très fortement une maison. Et donc, avant d'atteindre l'âge de cette maison, on va vivre cette expérience soit par procuration, soit d'une autre manière, avec moins d'intensité, avec moins aussi de capacité de prendre en main cette forme d'énergie ou de maison. Moi, je peux donner un exemple rapidement comme ça. La maison 8, moi, dans ce chemin, en fait, on peut passer, Marc, on peut faire clic. Je vais passer rapidement sur ces maisons. Ah, bon, il y en a qui apparaissent, c'est pas grave. Voilà. Donc la naissance, l'incarnation, la maison 2. C'est l'énergie de la sustentation, hein, c'est les ressources propres, on dit les biens, les avoirs, mais la première forme de bien et d'avoir de l'être, c'est d'aller acquérir la nourriture. Acquérir la nourriture, c'est le deuxième geste de l'enfant, du bébé après la naissance. Puis après, on fait ses apprentissages psychomoteurs, on se construit dans son foyer, on développe la créativité, maison 5. On se rend utile avec plein d'autres choses en maison 6, hein. On a des devoirs quand on commence à aller à l'école et ensuite on a un emploi du temps. Donc on a tous ces concepts de la maison 6 qui se mettent en place vers 7-8 ans, hein, quand on va à l'école. Maison 7, c'est la rencontre de l'autre, hein. L'enfant aime, les petits-enfants aiment rester fille entre filles, garçon entre garçons. Et à un moment, ça ne suffit plus, on commence à s'intéresser au monde extérieur. On rentre dans le monde extérieur, hémisphère sud, en allant à la rencontre de l'autre. Et pour revenir sur l'exemple que je vous ai donné, en maison 8, on arrive à l'adolescence. Et l'adolescence, ou la maison 8, c'est vraiment l'âge qui va euh, ouvrir l'individu à l'énergie, à la sexualité. C'est à partir de l'adolescence qu'on commence à s'intéresser aux choses invisibles, aux fantômes, où on va s'amuser à faire des expériences de cette nature, on va faire tourner des tables ou je ne sais quoi. Et en même temps, on vit une énorme transformation, une transformation du corps dont on va émerger en tant qu'être adulte, sexué, qui va continuer son expérience de vie. Quelquefois, la maison 8, on a du mal à la comprendre. Mais quand on la relie à cette étape de la vie, en fait, tout prend sens. L'intérêt, la transformation, la vulnérabilité, la transformation intérieure, l'ouverture à la vie spirituelle, l'ouverture à la sexualité, l'ouverture à la mort aussi, dans le sens où il y a une déconstruction du corps de l'enfant pour qu'il se reconstruise en tant qu'adulte. Et donc, en fait, euh, avant d'arriver à l'âge de l'adolescence, toutes les expériences contenues dans la maison 8, on va les vivre avec une certaine difficulté ou appréhension. Un enfant va ressentir de manière assez désagréable, voire violente, tout ce qui peut être relié à la sexualité ou des choses qui apparaissent comme des enfants qui voient des fantômes ou des choses comme ça. C'est effrayant. Ils n'ont pas la capacité et la connaissance et la connexion avec le monde de l'invisible pour pouvoir intégrer cette expérience. On ne l'intègre que plus tard. Vous voyez? Et en fait, on pourrait prendre toutes les maisons, c'est un peu ce que je développe dans le livre, pour dire c'est quoi l'expérience de fond, comment on la vit avant d'y être confronté réellement, comment on la vit après quand on a passé ces âges-là, parce que on continue évidemment, une fois qu'on a vécu ces expériences, à les vivre en profondeur. Voilà, j'ai développé le concept rapidement, mais disons que ce livre, c'est une balade à travers les 12 maisons qui rentre profondément dans l'expérience de ces 12 âges et de ces 12 étapes de la vie. Je suis bavard. Bon. Je vous laisse réagir.
Et là, pour nous en parler, c'est parfait. Je vois que tu as mis aussi les maisons avant la une, c'est-à-dire maison de la conception, maison de la gestation, maison de la conception. Je trouve ça très intéressant aussi. Alors, c'est vraiment des suppositions. C'est une approche où on peut dire que la roue va dans un sens, mais si on la prend dans l'autre sens, ben, pour la gestation, ça fonctionne. La maison 12, c'est vraiment la maison de la gestation. Le vécu intra-utérin est très en lien avec ce qui se passe dans la maison 12. Des événements traumatiques vécus pendant la phase de gestation sont souvent liés à une présence d'un astre ou d'une difficulté quelconque en maison 12. Ça, c'est quelque chose que j'ai vérifié. Après, la maison de la conception, c'est un plan que j'ai imaginé où on pouvait dérouler la roue dans l'autre sens, mais on s'arrête très vite parce que là, on entre dans des sphères où on n'a aucune information. Mais c'était une supposition. Ouais. Mais je n'ai pas développé ça dans le livre. Euh, j'ai dû parler un petit peu de la gestation en maison 12, mais j'ai pas développé ce concept-là. Puis pour chaque maison, vous avez un fil conducteur, hein. Après, vous parlez, il y a un côté psychologique aussi, pédagogique, où vous mettez à chaque fois quatre archétypes, hein. On Oui, trouve une structure d'explication pour chaque maison dans votre livre. oui, je voulais pas que ce soit un manuel d'astro et que la partie manuelle soit trop prégnante. Mm. Donc, j'ai pas fait une description de chaque signe dans chaque maison, mais quand même pour donner un peu d'éclairage sur la manière dont chaque maison peut prendre une couleur différente en fonction des signes qui l'habitent. Je l'ai fait par élément. Donc, qu'est-ce que c'est que cette maison en signe de feu? Qu'est-ce que c'est que cette maison en signe d'air, en signe de terre, en signe d'eau? Donc, j'ai développé un petit peu des archétypes pour que on puisse, à la lecture d'un chapitre, se questionner un petit peu sur soi-même et essayer d'aller explorer pour voir si on retrouve cette forme d'expérience, si on la retrouve, si on arrive à la particulariser par rapport à son propre thème, à l'individualiser en fait. Il y a un regard un peu plus moderne, je dirais, par rapport à ce qu'on peut trouver aussi sur l'explication des maisons. Bah, moi, je dirais pas non. Ça va me faire plaisir. Oui, dans le sens où pour moi, je suis très dans le réel en fait. Ce qui m'a intéressé, c'était de rentrer en profondeur dans l'expérience de la vie. Mais c'est des choses quand je consulte beaucoup. Dans ma vie, j'ai pas mal consulté, je consulte toujours, qu'on retrouve dans le rapport à l'individu. Prenons l'histoire de la maison 2 ou l'histoire de la maison 10, on peut prendre les deux, tiens. Euh, Quand je parle de la maison 2 en tant que maison de la sustentation, il y a un rapport entre comment on a vécu son démarrage dans la vie, dans sa capacité de se nourrir, puis qu'on a perpétué quelque chose dans le rapport à la nourriture, quelque chose de très intime et très important, et dans le rapport à l'argent ou au bien qu'on possède. En fait, c'est la même, si on lit un thème de naissance, il y a la même forme et structure d'expérience pour ces trois choses qui sont toutes liées à l'expérience de la maison 2. Donc, à chaque stade de la vie, toute petite enfance, tout au long de la vie, je me nourris, et tout au long de la vie, j'ai besoin, j'ai un rapport avec des biens et des possessions pour sustenter ma présence matérielle. Ben, en fait, on va se rendre compte que cette même structure d'énergie s'applique à différents types d'expériences, mais qui appartiennent au même fond, à la même maison. Et donc, enfin, peut-être que vous parliez de modernité, peut-être ma modernité, c'est de coller très, très, très près de la vie, en fait. Je pars très peu dans des choses qui ne sont pas appréhensibles, ou préhensibles plutôt par un regard sur l'expérience de la vie. Et ce qu'on peut voir dans ce livre-là, mais dans vos deux autres livres, c'est que il y a l'empreinte aussi de votre expérience aussi d'astrologue. Il y a une empreinte aussi de tout ce que vous transmettez à travers vos consultations, à travers les cours, peut-être aussi à travers votre livre. Vous essayez aussi
je dirais, de l'imprégner. Euh, j'ai coutume de dire que c'est quand je suis en consultation ou quand je forme des gens à la consultation, que c'est pas nous qui enseignons les gens, c'est eux qui nous enseignent. Parce que l'écoute profonde de la vie de quelqu'un nous fait comprendre l'astrologie à une vitesse très accélérée. Donc c'est vrai que quand j'écris, j'essaie de transmettre tout ce que j'ai pu vivre, ressentir, expérimenter par l'expérience de l'autre, et puis la mienne aussi. Et c'est le matériel le plus important dont je dispose. Il y a les livres qui construisent la connaissance de base, mais ça, c'est faire des gammes en fait. Après, il faut faire, il faut aller faire sa petite symphonie ou son concerto, et pour ça, il faut se confronter à la vibration de la vie chez chacun. Et ça reste pour moi un matériel très important et que j'utilise beaucoup. Ouais. C'est ce qui me confirme les choses ou les infirme, me les fait corriger, les amende, les modifie. Mais c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai écrit ce livre, je crois que j'en parle dans l'intro, c'est que euh, l'idée c'était de transmettre une structure naturelle du déroulement de la vie. Et quelque chose qui m'avait choqué à un moment dans une consultation était l'histoire d'un homme qui venait de prendre sa retraite et qui était perdu, complètement perdu. Parce que pour lui, prendre la retraite signifiait n'avoir plus aucune place dans la société. Quand on regarde ben justement le déroulement des maisons, on se rend compte que la carrière se termine pas par la retraite. La carrière, elle se termine par la maison 12. Pardon, elle se termine par la fin de la maison 10 et ensuite par la maison 11. Mais pas ce qu'on appelle la retraite au sens de l'astrologie, la maison 12, la maison où on se retire du monde, qui est quelque chose qu'on croit tous quand on finit sa carrière. Il y a beaucoup de gens qui finissent leur carrière et qui ont l'impression qu'ils n'ont plus rien à vivre, en fait. Et encore, la maison 12 n'est pas quelque chose où on n'a plus rien à vivre, hein. Très très loin de là. Mais il y a ce décalage dans la société où la retraite économique est perçue comme une retraite complète de la société, comme cette énergie de la maison 12, en fait, cette expérience de la maison 12. Et quand j'ai expliqué à cette personne que, en fait, la vie, elle ne se déroule pas comme ça. À la fin de sa carrière, on rentre dans une très grande expérience de vie sociale dans laquelle on va donner son potentiel d'accompagnement, d'aide à la société, de participation volontaire, avec toute la richesse de notre expérience, et que la retraite, la vraie retraite au sens du déroulement de la vie, c'est quand on a besoin maintenant de se retirer et d'arrêter de voir du monde, de commencer à faire son bilan intérieur. Et ça, il en était loin, en fait, de ça. Et quand je lui ai parlé de ça, je lui ai demandé où est-ce qu'il en était, justement, dans son rapport à la vie sociale. Et il m'a dit, bah ouais, je suis inscrit dans 3 associations, et plus ça va, plus mon agenda se remplit. Donc je lui ai dit, bah, vous êtes pas à la retraite. Vous êtes maintenant dans une expérience de vie sociale intense, importante, dans laquelle vous avez une participation qui est euh, euh, très très valorisante dans la vie sociale. Donc comprendre les cycles de la vie, c'est aussi comprendre euh, son déroulement et ne plus subir des modèles de société qui quelquefois ne correspondent pas à ce cycle-là. Actuellement, on est dans une société qui comprime les espaces d'apprentissage, de connaissances, et qui élargit énormément la zone du travail, la zone de la carrière, ça prend tout l'espace. On raccourcit les formations, maison neuve, pour élargir la carrière. Euh, et si on veut reconstruire quelque chose dans lequel peut se dérouler dans un cycle naturel et être moins en lutte avec soi-même, et avec des croyances qui ne sont pas forcément justes, c'est intéressant de prendre connaissance de ce cycle de la vie. Alors, Frédéric,
complète en disant si l'on ne s'est pas construit pendant les maisons précédentes, alors la maison 12 peut devenir une épreuve au lieu d'être en phase avec cette maison. Chaque étape est une étape de construction. C'est évident. On a besoin de se construire à toutes les étapes. Après, il y a des gens, enfin, c'est pas il y a des gens, on est tous différents et on n'a pas 12 astres à mettre dans les 12 maisons. Donc, on est forcément, à travers cette expérimentation de la vie qui est très séquentielle et très équilibrée, très belle, nous, on est tous complètement déséquilibrés. Quelqu'un qui a énormément d'énergie d'astre dans la maison 11, dans la maison 12, ça va être compliqué pour lui, l'histoire de la carrière. Jusqu'au jour où il va comprendre que pour lui, l'expérience de la carrière, c'est pas l'expérience majeure et que c'est pas important en fait. C'est moins important que peut-être pour une autre personne. Ou la maison 11, les gens qui ont le soleil ou des astres importants ou un amas en maison 11, des gens qui vont avoir tendance à faire une carrière de type service public. Ils ont besoin de rendre service au public. Donc ils vont être moins dans une dynamique de carrière où on veut gagner beaucoup d'argent, on veut s'élever dans la société, on va avoir un statut important. Quand on prend connaissance de tous ces cycles, on comprend en fait que on a notre place à prendre, que peut-être il va y avoir une certaine forme d'attente, hein, on va pas s'éclater tout de suite, où il va falloir s'adapter à certaines situations pendant un certain temps. Euh, mais en l'acceptant, on se rend compte aussi que la vie nous accompagne. Les maisons 12 importantes sont souvent des gens qui reçoivent des formes d'aide d'une manière ou d'une autre. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien réagi à ce commentaire, mais c'est ce que je voulais dire. En tout cas, la position de la planète en maison donne aussi une identité, une personnalité euh, à la maison en elle-même, quoi, à sa signification aussi, hein. Euh, oui, ah oui, 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 c'est très très important. Notamment, bah ça c'est un tips pour les astrologues. On a coutume de dire, et je pense que c'est une habitude qui est un peu, qui va un peu trop vite, qu'il faut lire la maison avec le premier signe qui est dedans. Euh, Quand un astre est dans le signe d'après, il va lui donner autant d'importance que le signe de la cuspide. C'est comme un point d'acupuncture où il y a une énergie très forte qui a été mise, je sais pas, maison 7 en bélier, avec derrière le taureau. Il n'y a aucun astre dans le bélier, mais il y a deux astres dans le taureau. Ben, la maison 7, si on en a la lecture uniquement euh, d'une maison qui est marquée par le bélier, on se trompe. Ah, Les astres, bene, sono contenta. pardon. C'est bon, continuez. Vas-y, vas-y, continue. Ok. Donc oui, oui. Après, par-dessus cette structure qui est une structure qui se déroule comme les signes, mais les deux sont complémentaires et c'est les deux roues qui s'imbriquent l'une dans l'autre. La position des astres, elle va mettre euh, des accents très forts sur certaines choses. Ouais. Et une coloration particulière. Une coloration, une dynamique particulière dans l'expérience des maisons. Ouais. Il y a Domiti qui a levé la main, mais c'est pas moi qui devrais le dire. C'est une habitude quand je vois quelqu'un qui lève la main. Dominique. Oui, non, il y a pas d'urgence. C'était pour donner enfin, mon ressenti à moi sur le livre de Tristan. Mais si Tout vous à trouvez que fait. c'est pas le Vas-y. bon moment, je peux le faire plus tard, hein. Vas-y. Moi, je l'ai lu en un week-end, hein, le livre de Tristan, à peine sorti. Je l'attendais avec grande C'est vrai. impatience. Et je suis venue le chercher chez vous, n'est-ce pas? Tout à fait. Merci beaucoup, Domiti, de ta fidélité. Et en fait, en le refermant, je me suis dit, waouh, Tristan, il a réussi là quelque chose de très, très rare et très précieux. En tout cas, moi, il n'y a pas un autre bouquin auquel je pense qui aurait réussi ça, un bouquin d'astro. Ah oui, 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 Marc, j'insiste. C'est, euh, c'est un livre qui peut à la fois être lu par des grands débutants en astro. On peut très bien ne rien y connaître en astro et le lire en comprenant tout, mais aussi par des astrologues confirmés sans qu'ils ne s'ennuient.
Et ça, je sais pas comment c'est possible d'avoir réussi à sortir un bouquin pareil. C'est simple et profond et ça, c'est le talent de Tristan. Voilà, pour ma petite participation. Merci, Domitive. D'ailleurs, Tristan, vous nous proposez un extrait de votre livre. Je ne sais pas si Marc peut mettre le... Voilà. Alors, on va peut-être le lire, comme ça vous Est-ce que pourrez... tu veux le lire, Oui, Tristan? mais Ah, Tristan, il va aller. Tristan! Allez, je vais y aller. Alors en fait, c'est le début de la première étape de vie, donc le début de la maison 1, La maison, hein. texte. Donc en fait, dans la manière dont j'ai écrit le livre, je commence toujours par raconter l'histoire avec justement ce moment symbolique fort de cette étape. Et donc là, c'est l'étape de la naissance. Nous apparaissons réellement au monde à notre naissance. C'est la première expérience pleine et entière de la manifestation de notre incarnation. Des choses, des événements, des sensations, des impressions et des informations s'impriment en nous dans la voie fétale, dans la vie fétale, pardon, intra-utérine. Mais durant cette période, nous ne sommes pas encore pleinement manifestés ni aux commandes de notre véhicule terrestre. Dans le ventre maternel, notre existence se développe grâce au soutien de la mère qui nous apporte l'oxygène et les nutriments nécessaires à notre croissance. C'est un début d'expérience que l'on vit sous perfusion, à l'abri du regard des autres. Nous pourrions être parfaits ou rebutants, personne ne le sait encore. Nous ne sommes pas encore investis de la question de notre personne et de son impact sur le monde, et n'avons pas à survivre au milieu des autres. La pleine aventure de la vie commence au moment de la naissance qui marque notre entrée dans le monde avec bonheur ou fracas. C'est à ce moment-là que nous allons intégrer le ressenti de notre incarnation. En quelques minutes ou en quelques heures, nous entrons dans l'arène de la vie, nous sortons de l'antre chaud des protectrices de notre mère qui nous protégeait de tout, du regard des autres, de la rugosité des matières, de la maladresse des gestes, de la violence des sons, des violents flashs de lumière. Dans l'éclat de la naissance, où nous perdons la matrice protectrice et où nous prenons tout en pleine figure, le lien entre notre conscience et notre corps va se sceller dans un geste essentiel qui marque notre présence au monde. À jamais, nous respirons par nous-mêmes pour la première fois. Et la maison 1, je l'associe au souffle, au rapport au corps, au Oui, souffle, à c'est ça. cette étape de l'incarnation. En fait, on se rend plus compte de la puissance de la naissance et de ce que ça veut dire. Et dans ce premier chapitre, j'ai remis ça en place parce que finalement, la naissance associée à l'ascendant et à la personnalité, on dit bah c'est vachement important la personnalité, et la naissance c'est rien. Ben non, en fait, c'est énorme la naissance. Pensez juste à des jeunes parents qui sont en couple à deux, puis tout d'un coup, il y a un être qui apparaît, pouf, qui débarque dans leur vie. On l'a tous vécu, on sait que ça chamboule tout. Et ça arrive dès la naissance. Voilà, un petit extrait comme ça, le démarrage. Bien. Si tout le reste est de cette teneur, euh, ça confirme l'avis de Domitille. Et moi aussi, je l'ai lu et relu. Et c'est vrai que même si on est astrologue, on peut aussi lire le livre qui donne un regard vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, moderne, mais une autre vision vraiment Mm, des maisons. mm. Et par rapport à ce que vous dites et ce que disait Domiti tout à l'heure, en fait, cette double lecture, elle est liée au fait que je voulais transmettre dans ce livre une connaissance abordable par tout le monde de l'astrologie à travers l'expérience de la vie, à travers ce cycle. Donc j'ai fait en sorte que la lecture reste fluide, le plus fluide possible, pas faire un ouvrage technique. Parce que C'est ce qu'on c'est ce qu'on trouve aussi dans votre livre sur les nœuds. oui. Mhm. Oui, et lui, il est plus costaud. Oui. Il se lit pas en un week-end, lui. Non.
sais pas même ce qu'elle Non, dit. non, Oui. non. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des personnes, à part Domiti et nous, qui l'ont lu? Alors, il est sorti en juin, hein, donc c'est vrai Oui. il est récent, hein, Donc, pas encore. Ça donne On envie. conseille. Oui, oui. Moi, Oui, je l'ai Pipou. lu. Ah, alors, dites-nous. Ben moi, comme Domiti, je l'ai lu dès qu'il est sorti, je me suis précipitée et il m'a accompagnée cet été parce qu'effectivement, on peut l'emporter avec soi, il se lit de façon très agréable et je le conseille à tout le monde, que ce soit des gens qui veulent commencer l'astrologie ou des plus aguerris. Et en fait, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est très structuré et ça me donne des points de repère très précis. C'est un ouvrage de référence, en fait, que je vais lire et relire, puisque c'est précis, c'est structuré, ça correspond à la vie, à ce qui se passe dans ma vie et aux différentes étapes. Et c'est un ouvrage qui est très utile, qui est très, très utile, pratique, qui se lit avec des mots simples, mais effectivement qui peut nous emmener très loin si on prend le temps de se poser avec, en fait. Pour moi, c'est vraiment quelque chose un ouvrage très précieux. Mais effectivement, contrairement au premier ouvrage sur les nœuds lunaires, c'est déjà un peu plus costaud. L'ouvrage est très, très riche et c'est peut-être pas avec celui-là qu'on commencera. Mais voilà, pour moi, c'est quelque chose que je vais relire tranquillement mais c'est un bon souvenir de cet été. Voilà. Merci. C'est Merci cool. beaucoup. Mm. Décidément, ce soir, il n'y aurait que des ouvrages de référence. Voilà. Il y a Des ouvrages à Sylvie s'offrir avec les fêtes qui approchent. Mhm. une excellente idée de cadeau, tout à fait. Il y a Sylvie qui complète une disant, j'ai lu et beaucoup apprécié, et dès l'intro avec la vision des cycles. Mm. Mhm. Ah oui. Et oui, Je pense qu'elle fait référence, oui, parce que je démarre le livre sur la notion des cycles, les cycles. en disant que pour moi, tout est cyclique. Et c'est vrai. Tout est cycle. Et bon, voilà, je développe un peu ce concept avec une approche un peu philosophique, on pourrait dire. Mm. Il y a Véro qui demande, qui dit très intéressant, ça donne envie de le lire. Comment interpréteriez-vous, quelle serait votre vision d'un nœud nord en maison 12 en Lyon, ce qu'elle trouve très paradoxal comme position. Nœud Euh, nord maison 12 en Lyon. ok, bon, on va faire un exercice live. Direct. En direct. Alors, j'ai pas le reste du thème, mais je vais rester sur l'épure de la question posée. Euh, le point de départ déjà pour l'interprétation du nœud nord, c'est de se rappeler que c'est lié à une peur et à une angoisse qui a pu être réveillée dans l'enfance, ou peut-être qu'elle est structurelle, on l'a en nous, enfin peu importe. Mais c'est d'abord ça qu'il faut comprendre. Si on prend la maison 12, la peur est souvent liée à une peur de l'enfermement, ou d'être coupé du monde extérieur, d'être obligé de vivre dans une forme d'enfermement. Et le lion a quelque chose qui peut être très égocentré, égoïste ou quelque chose comme ça. Ce qui fait que la, la, la réaction par rapport à cette construction qui a été anxiogène va être d'aller beaucoup vers le monde extérieur en essayant d'être utile et être utile en verso à la communauté, aux autres, à donner de soi pour essayer de s'intégrer dans le commun. Il y a une peur d'aller se retrouver à l'intérieur de soi pour faire émerger sa puissance intérieure, sa créativité, son rayonnement en fait. Et c'est un rayonnement qui se développe dans des phases intérieures de vie en fait, pas dans des phases extérieures. Voilà. Je sais pas si ça parle à la personne qui a dit ça, qui a posé la question. Écoute, moi, ça m'a parlé en tout cas. Même sans être concerné, je trouve que c'était vachement
C'est très précis. Pour une improvisation, oui, 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 oui. Elle confirme, la dame. Parfait. Bon. Bien. D'autres remarques, d'autres questions? Alors, il y a une question. Tout le livre des nœuds est ainsi. Oui, Oui. il y a des lecteurs des livres de Tristan ce soir. Je veux bien partager mon avis. J'ai pas beaucoup de voix parce que je suis malade, mais euh, moi, le livre de Tristan, je le lis chapitre par chapitre. Je prends le temps et je prends le temps après chaque chapitre d'écrire sur ma vie en fait pour comprendre comment j'ai intégré chaque étape. Donc, je le fais une première fois et puis je pense le relire après pour raffiner, mais faire le lien avec ma vie parce que je suis très pragmatique aussi. J'ai besoin de comprendre et je trouve très intéressant de ce point de vue-là. Ça éclaire beaucoup les cycles de la vie, en fait, de notre vie, notre propre vie. Merci, Anita. C'est intéressant cette façon de s'approprier le livre, c'est-à-dire de le lire et de le mettre en écho avec soi-même, avec son propre vécu. Je pense que c'est un petit peu ce que tout le monde fait. Mais c'est aussi très important, c'est-à-dire pas prendre uniquement le livre parce qu'il propose, mais s'approprier ce que l'auteur propose. Je trouve que c'est le meilleur compliment qu'on puisse faire à un auteur. Merci, Marc. Mais en tout cas, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, moi. C'est, je- le- bon, tout à l'heure dans la présentation, j'ai parlé du fait qu'en 2025, donc, j'ai formalisé une école. Et la baseline de l'école, c'est une phrase de Albert Einstein, je crois. Ben, tout d'un coup, là, j'ai un blanc, je commence à être fatigué. Mais en tout cas, le fond, je sais ce que ça raconte, c'est que la connaissance ne vient que par l'expérience, tout le reste n'est qu'information. C'est Einstein, je crois. Et ça, c'est vraiment pour moi un sujet hyper important. On peut accumuler beaucoup d'informations, mais c'est par l'expérience que l'information s'intègre, qu'elle devient, qu'elle vibre à l'intérieur de nous comme quelque chose qui, par la résonance que ça crée entre, je sais pas, quelque chose qu'on a appris ou quelque chose que l'on vit en l'expérimentant, il y a une forme de connaissance qui se cristallise. C'est euh, c'est vraiment important d'intégrer ça dans les apprentissages. Euh, Parce que sinon, les apprentissages peuvent rester très mentaux, en fait, très, très éthériques. Tout à fait. Bien. Alors, Jérémie, j'apprécie ces notions de cycle tout au long de la vie. Quand je regarde en rouge, je ne sais pas si Tristan l'a cité, mais j'aurais tendance à dire que dans une vie, nous faisons plusieurs tours de roue. Ah oui, bah déjà, tous les ans, on fait un tour de roue du Soleil. Mm. Et ça, du Soleil, et puis avec Vénus, Mars qui dansent autour. Et donc tous les ans, on a l'occasion d'expérimenter ces 12 expériences, parce que quand le soleil passe dedans, il met un flash. Il la rend, il la vitalise en fait. Donc c'est aussi quelque chose qu'on peut s'amuser à expérimenter sur une année, euh, d'aller regarder comment ça se passe en fait, au niveau des expériences de chacune des maisons. Euh, Tiens, le soleil est en 3. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui est éclairé? Qu'est-ce qui est vitalisé? Est-ce que ça a du sens par rapport à cette maison? Ou je vois rien de particulier, mais faire cette expérience est intéressante. Puis alors la lune, c'est tous les mois. Mm. Et donc le soleil va vraiment montrer un éclairage fort. L'expérience de vie est vitalisée, elle est dynamisée, elle est vitalisée. La lune, c'est
notre humeur va être en lien avec l'expérience de cette maison. On va, euh, on va être sensible du point de vue de l'humeur, de l'émotion, de la gestion émotionnelle à ce qui se passe dans l'expérience de cette maison. Mais oui, on fait le tour à différentes vitesses toute notre vie de toutes les maisons et avec, euh, avec différents cycles. Et puis en astrologie, on a plein de cycles à expérimenter. L'astrologie, c'est l'étude des cycles. Ouais. Et peut-être c'est la vie même. La vie, c'est des cycles. Rien n'est permanent, on est tout le temps en mouvement et on passe d'une étape à une autre. L'astrologie est fantastique pour ça, c'est qu'elle fait vraiment sortir d'une vision très linéaire du monde, qui est une vision qui a été quand même très 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 appuyée, construite. Il faut partir de là et arriver à tel objectif. Si t'as pas fait ça à tel âge, t'as raté ta vie. Et ce sont des préceptes euh, très artificiels. Suivre les cycles de sa vie est beaucoup plus sage que de tirer un trait tout droit d'un point A à un point B en essayant de l'atteindre euh, de manière forcée. Parce que la plupart du temps, on va forcer les choses et on va se fatiguer et s'abîmer. Et le sous-titre de ton bouquin là-dessus était très parlant, puisque tu dis que c'est un chemin pour retrouver l'harmonie dans son existence. Donc c'est tout à fait ça. Oui, parce que plus on connaît les cycles et moins on lutte. L'astrologie est intéressante pour ça. Je donne souvent un exemple quand je donne des cours euh, pour expliquer le cycle du soleil dans les maisons, par exemple. D'ailleurs, il y a une personne qui demande si vous faites des cours à distance, Oui, je fais des cours à distance. Si cette personne veut se renseigner, ben voilà, Domiti, au taquet. Merci Domiti. Le lien est là. Un exemple que je donne souvent, c'est que quand j'étais enfant, ado et tout ça, je comprenais pas au mois de juillet où tout le monde s'éclatait, était content d'aller dehors à la plage et tout ça. J'avais toujours des moments où j'étais fatigué, où je tombais malade alors que tout le monde se dorait la pilule au soleil et je ne comprenais pas ça. Et en fait, j'ai la plupart du cancer, je suis ascendant Lion et la plupart du cancer est en maison 12. Donc en fait, quand arrive le mois de juillet, où tout le monde sort et tout le monde a envie de faire la fête dans tous les sens, ben moi je suis raplapla. Maintenant j'ai compris, je prends mes vacances au mois de juillet, je me repose. Je fais rien. J'ai envie de rien faire et je ne fais rien. Mais cette connaissance de soi, d'abord, hein, comprendre comment est structuré notre thème, et puis rien qu'avec le cycle solaire, de se dire, d'avoir un regard un peu plus bienveillant vis-à-vis de soi en se disant, ben, je vis des cycles et ces cycles-là, je peux les accueillir et les accepter, plutôt que de lutter en me disant que je devrais absolument être performant à tel moment de l'année, alors que c'est un moment où on ne l'est pas, naturellement, moins. Euh, Ça, c'est important d'intégrer ça. Puis après, mois d'août arrive et puis je renais. Hop, voilà, mon petit lion se réveille. Et donc, il n'y a rien de grave en fait. Tout va bien. Ça recommence chaque année. Parfait, merci. Un dernier mot pour conclure? Merci à tous pour Ah ce ben, bel atelier, encore une c'est fois. vraiment une autre manière de travailler l'astrologie. Oui, c'est pour ça que C'est vraiment différent. Et puis, je pense aussi que
ça permet de descendre davantage, de nous écouter, d'écouter peut-être plus notre ressenti, notre intuition, enfin, notre état intérieur. Oh, ça a Qu'est-ce qui s'est coupé. passé? Ah, je pense qu'on a perdu le son. Elle est... où est le son? Ben, on a perdu l'image Où aussi. sont passés? Ah, ben on a perdu plus que le son. Elles sont plus là. Ils sont plus Non, là. je les vois plus. Où elles sont? Vous avez un crédit jusqu'à 19h56. Oui, non, oui, 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 non, non, mais elles ont payé les factures, il n'y a pas de problème, hein. Il y a pas de... C'est pas... je comprends pas où elles sont passées. Euh, Ah, vont se reconnecter, ils ont peut-être eu une coupure. sans doute Mm. un petit caprice. Euh, bon, visiblement, aujourd'hui, on a abordé que des ouvrages de référence et visiblement, Tristan, ton bouquin est parti pour en faire partie, justement. Hein, donc, c'est vraiment bien. J'espère que ça a donné envie de le lire. Ça, c'est vraiment très bien. Euh, je retire aussi ce qu'avait dit Domiti, en sens où c'est un livre qui est accessible à tout le monde. Qu'on soit débutant ou qu'on soit aguerri, il est intéressant à lire et il apportera quelque chose. Ça, c'est quelque chose d'important. Et je confirme que, et voilà, je confirme que d'arriver à faire quelque chose qui soit accessible autant pour le nouveau que pour l'ancien, quand même un joli tour de passe-passe. Alors, mais mettez votre micro. Et On une a eu un problème de connexion, désolé. On s'en est un petit peu rendu compte en fait, parce que d'un coup elle parlait, puis d'un coup elle parlait plus. Voilà, Voilà, c'est Bon, un petit coup de... ça coup dur bon, à bon, tous. Voilà, bon, mais désolé. on faisait un petit peu le tour en disant que c'était un bouquin à acheter, et puis je rebondirais sur votre idée de dire que si vous avez des gens que vous aimez autour et qui aiment l'astrologie, offrez-leur ce bouquin, c'est un Oui, excellent cadeau. oui. Mhm. Voilà. Mhm. Mm. Et ben merci à tous. Merci beaucoup. Une très bonne Merci fin Tristan. d'année parce que le prochain Merci. atelier, C'est l'année c'est prochaine. l'année prochaine. Et merci à Tristan Oui. pour Avec ce plaisir. moment de Merci à partage. vous. Merci pour Merci. l'invitation. Merci. Bonne Bonne soirée. soirée. Au Bonne revoir, soirée à Laurent. tous. Merci.